Été 1942. Le soleil incandescent de la steppe russe accablait la terre, mais pas l'esprit de la Wehrmacht. À son apogée, machine de guerre implacable et apparemment invincible, la force allemande avançait sans hésitation. L'air vibrait au vrombissement des moteurs des panzers. L'odeur métallique de carburant et de sueur emplissait l'atmosphère. La poussière soulevée par les bottes de centaines de milliers d'hommes et les chenilles des chars créait un nuage doré qui obscurcissait l'horizon, un présage de feu et de fureur. La 6e armée de Friedrich Paulus marchait avec l'arrogance d'un colosse. Sa destination ? Stalingrad, la clé des champs de pétrole du Caucase, le cœur industriel de l'Union soviétique. Pour Adolf Hitler, plus qu'une ville, c'était un symbole à écraser. Pour Paulus, la promesse de la gloire, le couronnement d'une campagne victorieuse. La confiance était palpable, le pouvoir absolu. Ils croyaient que rien ne pouvait les arrêter. Préparez-vous à plonger dans l'un des chapitres les plus sombres et épiques de l'histoire. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre légion d'historiens pour vivre le passé comme jamais auparavant. Des colonnes de chars Panzers déchirèrent le paysage, soutenues par les bombardements aériens dévastateurs des Stuka. À chaque piqué des bombardiers, le sol tremblait, et le hurlement des sirènes d'attaque aérienne devenait l'hymne de l'anéantissement. Les villages étaient balayés, les défenses soviétiques pulvérisées. La phase initiale de l'offensive ressemblait à une marche triomphale, une avancée rapide et implacable. Les soldats allemands, confiants en leur supériorité, avançaient. La victoire semblait inévitable. Stalingrad était à portée de main. Ses bâtiments, silhouettes lointaines, promettaient une conquête rapide. Ils étaient le fer de lance d'un empire, l'avant-garde d'un avenir glorieux. L'euphorie était presque enivrante, mais à chaque pas, le terrain changeait. La steppe infinie cédait la place à une ville de béton et d'acier, un labyrinthe d'usines, d'entrepôts et de taudis, et avec le changement de décor, un changement de fortune. Ce qui semblait être une marche triomphale allait bientôt se transformer en un enfer, un piège mortel. La chaleur étouffante de l'été commença à laisser place à un froid mordant, un présage de l'hiver qui approchait. L'odeur de poudre et de fumée se mêlait à l'odeur âcre du sang et des corps. Les bruits de combat devenaient plus proches, plus personnels. Ce n'était plus le rugissement lointain des panzers, mais la détonation sèche des fusils, le cri étouffé d'un camarade tombé. Stalingrad n'était pas seulement une ville, c'était une forteresse déguisée en ruines. Chaque bâtiment une tranchée, chaque sous-sol un bunker. L'ennemi, invisible, attendait. La technique silencieuse de l'embuscade, une tactique brutale forgée dans le désespoir, commençait à se manifester. L'avancée rapide laissait place à un lent et brutal broyage, rue par rue, maison par maison. La confiance initiale s'évanouissait, remplacée par une prudence tendue. Les yeux des soldats, autrefois pleins de certitude, reflétaient maintenant l'épuisement et le doute. L'optimisme s'évaporait comme la brume matinale, révélant la dure réalité d'un ennemi qui refusait de céder. Stalingrad devenait un cauchemar urbain, où chaque coin de rue cachait une menace, chaque décombre pouvait être un nid de snipers. Le vent glacial qui soufflait de la Volga apportait avec lui non seulement le froid, mais aussi le pressentiment de quelque chose de bien plus grand, de bien plus implacable que n'importe quelle armée, l'hiver russe. Il serait le vrai général, le maître de l'embuscade silencieuse, et sa stratégie était l'anéantissement lent et glacial de la 6e armée de Paulus. L'hiver russe, le vrai général, arrivait. Le vent glacial qui ne faisait que murmurer auparavant hurlait maintenant, cinglant la chair exposée, pénétrant les uniformes en lambeaux. Le sol, autrefois poussiéreux, se transformait en une boue collante, et bientôt en un dangereux tapis de glace. Stalingrad, la ville qui refusait de tomber, devint le théâtre d'une horreur sans précédent, un enfer gelé où chaque rue était une tranchée, chaque bâtiment une forteresse à conquérir ou à défendre jusqu'à la dernière balle. Le cœur du conflit était la bataille pour le territoire le plus brutal et intime, le combat urbain. Il n'y avait pas de ligne de front définie, c'était la guerre des rats, Rattenkrieg, comme l'appelaient les Allemands, ou la bataille pour chaque maison, du point de vue soviétique. Des combats au corps à corps éclataient dans des caves sombres, des cages d'escalier détruites, des pièces sans toit. Le son constant était la détonation sèche des fusils Mosin-Nagant et Kar 88K, le rugissement des mitrailleuses MG-42 et PPSH-41.
le fracas assourdissant des grenades explosant dans des espaces confinés, projetant des éclats mortels et de la poussière de béton de toutes parts. L'odeur de la mort était épaisse, se mêlant à l'air glacial et métallique de la glace et de la poudre, à l'odeur âcre du sang frais et à la puanteur nauséabonde des corps en décomposition sous les décombres. Les ruines étaient un labyrinthe de morts. Les snipers soviétiques, dont beaucoup de femmes, à l'image de la légendaire Lyudmila Pavlychenko, bien que non présente à Stalingrad, personnifiaient la résistance, transformant chaque fenêtre en une mire fatale, fauchant des vies allemandes avec une précision glaciale. Leurs tirs étaient des murmures mortels dans le chaos. Les soldats allemands, autrefois invincibles, sentaient le poids de chaque pas. La confiance s'effondrait sous le poids de la réalité. L'ennemi n'était pas une masse à contourner, mais une présence invisible et omniprésente qui émergeait des ombres, attaquait et disparaissait. La faim commençait à mordre, le froid à paralyser. Leurs yeux, autrefois pleins de certitude, reflétaient maintenant l'épuisement, la peur et le doute. Ils étaient des chasseurs devenus des proies, piégés dans un piège de béton et de neige. De l'autre côté, les défenseurs soviétiques, dos à la Volga, se battaient avec une férocité désespérée. L'ordre, Nishagu Nazad, pas un pas en arrière, résonnait dans chaque cœur. Pour eux, c'était la défense de la mère patrie, la survie de leur famille. Des civils, dont beaucoup de femmes et d'enfants, étaient piégés dans cet enfer. Cachés dans des caves humides et glaciales, ils entendaient le cœur incessant de la mort au-dessus de leur tête. La vie se résumait à rationner des miettes, à chercher de l'eau dans des flaques gelées et à prier pour que le prochain bombardement n'atteigne pas leur refuge précaire. La ville était une cicatrice ouverte, un paysage lunaire de ferrailles tordues, de briques pulvérisées et de squelettes de bâtiments. Les chars Panzers, autrefois symboles de puissance, étaient désormais des cibles faciles dans les rues étroites, pris en embuscade par des équipes anti-chars soviétiques qui surgissaient de nulle part, armées de cocktails Molotov et de mines magnétiques. Le rugissement des moteurs de chars était étouffé par les cris des blessés, les pleurs des orphelins, la plainte de la ville mourante. Alors que la lutte s'éternisait, une ombre plus grande se formait. Loin de la ligne de front urbaine, sur les flancs exposés de la 6e armée, défendue principalement par des unités roumaines et hongroises épuisées et mal équipées, les soviétiques préparèrent leur riposte. Le général Georgi Zhukov, avec la ruse d'un prédateur, élaborait un plan audacieux, l'opération Uranus. Des pinces d'acier soviétiques commencèrent à se mouvoir, lentement, inexorablement, visant à encercler le colosse allemand. L'hiver s'intensifiait, et avec lui le piège se refermait. L'odeur de suie et de désespoir planait sur les ruines, et la perception que Stalingrad n'était pas seulement un objectif, mais un tombeau, commençait à se solidifier dans l'esprit des soldats allemands. Ils étaient piégés, et la neige qui tombait sans cesse était le linceul qui couvrirait leur destin. L'hiver russe, impitoyable et glacial, n'était pas seulement un général, c'était un bourreau. Le 19 novembre 1942, alors que la Wehrmacht s'enlisait dans les ruines fumantes de Stalingrad, l'opération Uranus fut déclenchée. Non pas un murmure, mais un rugissement de tonnerre qui déchira le paysage gelé. 2 puissantes percées soviétiques, telles des pinces d'acier, frappèrent les flancs vulnérables de la 6e armée, défendue par des troupes roumaines et hongroises, épuisées et mal équipées. Le sol trembla sous le poids de milliers de chars T-34, et le cri de guerre « Hurrah !» résonna dans la neige, chargé d'une fureur accumulée par des mois de souffrance. L'offensive fut écrasante. Les défenses de l'Axe, déjà fragilisées, se désintégrèrent sous l'impact dévastateur. La glace et la neige se teignirent de rouge. En quelques jours, les 2 percées se rejoignirent près de la ville de Kalach, à l'ouest de Stalingrad. Le son de la rencontre des pinces ne fut pas une explosion, mais un silence terrifiant qui s'abattit sur les soldats allemands. Le choc fut brutal, l'incrédulité paralysante. Soudain, 250 000 hommes de la 6e armée, ainsi que des unités plus petites et des civils piégés étaient encerclés. Pris dans une poche gelée, un kessel, un chaudron de désespoir. Le piège mortel s'était refermé. La prise de conscience de la réalité frappa les Allemands comme un coup de massue. Les lignes de ravitaillement, autrefois le cordon ombilical de leur existence, furent coupées. Le vrombissement des moteurs des camions qui apportaient pain, viande et munitions se tut. À la place, seulement le hurlement du vent et le gémissement lointain de l'artillerie soviétique
qui bombardait maintenant la poche de tous les côtés. L'odeur de kérosène et de graisse, autrefois abondante, commença à se raréfier, remplacée par l'odeur poignante du désespoir et la promesse de la faim. À l'intérieur du chaudron, la vie se transforma en une lutte quotidienne pour la survie. Le général Paulus, confiant jusqu'alors, vit son armée condamnée par un ordre irréductible d'Hitler. Il n'y aura pas de retraite. Le Führer avait promis un ravitaillement par voie aérienne, une vaine promesse qui se révélerait être une condamnation à mort. Les avions de transport allemands, peu nombreux et vulnérables, parvenaient à peine à percer l'encerclement soviétique et les tempêtes de neige. Chaque vol était une roulette russe, et le chargement une goutte d'eau dans l'océan des besoins. La pénurie de ravitaillement devint une lente torture. Les rations diminuaient chaque jour. Ce qui était autrefois un festin était maintenant une miette. Chevaux, chiens et même rats devinrent des sources de nourriture. Les soldats, autrefois fiers et bien nourris, maigrissaient, leurs visages se transformant en masques de faim et de froid. L'hiver ne pardonnait pas. Des températures de 30 degrés à 40 degrés et même 50 degrés étaient les courantes. Les uniformes d'été n'offraient aucune protection. Engelures, gangrènes, typhus et dysenterie se propageaient comme une peste, fauchant des vies plus rapidement que les balles soviétiques. Les hôpitaux de campagne se transformèrent en abattoirs. Les médecins, sans anesthésie ni fourniture de base, étaient contraints d'amputer des membres gelés avec des scies ordinaires, tandis que les cris des blessés se mêlaient aux murmures des prières et des blasphèmes. L'odeur de chair gangrenée, de sueur et d'urine emplissait l'air suffocant des caves surpeuplées. Le moral, autrefois élevé, s'effondrait sous le poids de la réalité. L'arrogance initiale laissait place à l'apathie, au désespoir. Les soldats allemands, désormais, étaient les fantômes d'eux-mêmes, piégés dans un enfer blanc, attendant une fin qui semblait inévitable. Les civils, quelques milliers encore piégés dans la ville, partageaient le même sort. Cachés dans les décombres, ils assistaient à la lente agonie de l'armée qui les avait un jour envahis. Leurs espoirs de libération, autrefois ténus, s'évaporèrent. Le froid et la faim étaient universels. La Volga, leur chemin vers la liberté, était infranchissable, gelé et patrouillé. Pour tous à l'intérieur du chaudron, soldats et civils, la vie était une attente silencieuse de la mort, une danse macabre avec l'hiver et le désespoir. La Wehrmacht, autrefois puissante, n'était plus qu'une poignée d'hommes affamés et gelés, encerclés par un ennemi implacable et un hiver encore plus cruel. L'isolement était écrasant. À l'intérieur du chaudron de Stalingrad, le monde extérieur semblait avoir disparu, englouti par la neige et l'enfer. Chaque jour était une éternité de froid paralysant et de faim atroce. Les voix de la radio, qui apportaient autrefois des ordres et des promesses de victoire, n'étaient plus que des murmures lointains, chargés de mensonges et d'espoirs vides. La promesse d'un pont aérien robuste de la part d'Hitler était une farce cruelle. Les quelques avions qui parvenaient à percer le blocus soviétique et les tempêtes de neige impitoyables pouvaient à peine livrer un tiers du minimum nécessaire pour soutenir une armée entière. Chaque atterrissage était une course désespérée, une lutte brutale entre soldats affamés pour des miettes de pain et des munitions. L'odeur du carburant d'avion, autrefois un signe de vie, devenait un rappel doux amer de ce qu'ils ne recevaient pas. La discipline, autrefois l'épine dorsale de la Wehrmacht, commença à se désintégrer. Les officiers tentaient encore de maintenir l'ordre, mais l'autorité s'évanouissait face à la faim et à la mort imminente. Les soldats, autrefois des camarades, se faufilaient maintenant à la recherche de n'importe quoi de comestible. Les vols et les pillages, autrefois impensables dans une armée si fière, devinrent monnaie courante. La loi de la jungle urbaine s'installait. Les blessés, entassés dans des caves glaciales, étaient souvent laissés à leur sort, leurs cris étouffés par l'indifférence et l'épuisement général. Le déni de la réalité de la part du haut commandement allemand, qui insistait sur le fait que la situation était sous contrôle et que la retraite était impensable, porta un coup final au moral des hommes sur le front. Ils connaissaient la vérité. Ils étaient condamnés. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'encerclement, une lueur d'espoir apparaissait. Le maréchal Erich von Manstein, l'un des plus brillants stratèges allemands, organisait l'opération Tempête d'hiver, un effort désespéré pour briser l'anneau soviétique et secourir la 6e armée. Les chars et l'infanterie allemands, ainsi que des unités alliées, avançaient à travers la steppe gelée, faisant face à une résistance soviétique féroce et à l'hiver implacable.
Le grondement lointain des canons de Manstein parvenait parfois aux oreilles des hommes à Stalingrad, un son faible, presque fantomatique, qui allumait une étincelle d'espoir, rapidement étouffée par la réalité de l'isolement. À l'intérieur de la ville, la lutte continuait mais avec un objectif nouveau et terrible, la résistance désespérée, non plus pour avancer, mais pour survivre. Chaque jour était une bataille contre le froid qui glaçait les os, contre la faim qui rongeait les entrailles, contre l'ennemi qui ne cédait pas. Les Soviétiques, de leur côté, resserrèrent l'étau. Leur artillerie martelait sans relâche les positions allemandes, transformant ce qui restait des bâtiments en une poussière et des décombres encore plus fins. Le son des explosions était un chœur constant, ponctué par le sifflement des roquettes Katyusha, les orgues de Staline, qui déversaient une pluie de feu et d'éclats sur les défenseurs, un présage d'anéantissement. L'odeur âcre de la poudre se mêlait à celle de la chair brûlée et du sang dans la neige. Les civils, ces quelques-uns qui s'accrochaient encore à la vie dans les caves, devinrent des ombres, des enfants aux yeux creux, des mères émaciées, des vieillards qui attendèrent la mort comme un soulagement. Ils étaient les spectateurs silencieux d'une apocalypse, leur vie aussi précaire que celle des soldats. L'eau, obtenue en faisant fondre de la glace souvent contaminée, était un luxe. La nourriture, un rêve lointain. À chaque bombardement, à chaque fusillade, leurs espoirs s'amenuisaient un peu plus. La peur d'être découverts par des soldats affamés, allemands ou soviétiques, qui pourraient confisquer leurs derniers biens ou commettre des atrocités dans leur désespoir, était une tension constante. Le paysage intérieur du Kessel était d'une désolation totale. Des rues couvertes de neige et de glace, parsemées de corps gelés, certains encore en position de combat, d'autres enlacés dans une mort silencieuse. Des véhicules détruits, des chars renversés, des armes abandonnées formaient un musée macabre de la guerre. La neige, autrefois pure, était tachée de suie, de sang et de débris. L'air était raréfié, lourd de l'odeur de la mort et de la promesse de plus encore. La tentative de Manstein échoua. Les forces de secours furent repoussées, incapables de briser la ligne soviétique. L'espoir s'évanouit, remplacé par un désespoir profond et irréversible. Le sort de la 6e armée était scellé, non par une balle, mais par le froid, la faim et l'implacable stratégie soviétique. Le chaudron bouillait, non pas de vie, mais de la mort lente et agonisante d'une armée. L'encerclement devint un hachoir à viande, un purgatoire blanc où l'espoir mourait à chaque flocon de neige qui tombait. Après l'échec de l'opération Tempête d'hiver, la flamme du salut s'éteignit. Le grondement lointain des canons de Manstein, autrefois un écho d'espoir, se tut, remplacé par le hurlement incessant du vent et le fracas de plus en plus proche de l'artillerie soviétique. Le sort de la 6e armée était scellé. Il n'y avait plus nulle part où fuir, personne à attendre. Le déni d'Hitler, qui promettait une victoire finale et interdisait toute retraite, transforma la ville en un tombeau collectif. À l'intérieur du chaudron, la vie était une agonie continue. La faim atteignit des niveaux insupportables. Les soldats, autrefois robustes, n'étaient plus que des spectres, leurs uniformes flottant sur des corses squelettiques. Leurs yeux, autrefois pleins d'arrogance, reflétaient maintenant un vide désespéré. L'odeur de la mort était omniprésente, se mêlant à l'odeur âcre de la sueur, des excréments et de la gangrène. Chaque blessure, aussi petite soit-elle, était une condamnation à mort, car il n'y avait ni médicaments, ni espoir de guérison. Le froid, un ennemi invisible et implacable, gelait les membres, fauchait des vies en silence et transformait chaque respiration en une douleur cuisante. La discipline, autrefois la marque de fabrique de la Wehrmacht, se désintégrait jour après jour. Les ordres étaient remis en question et parfois ignorés. La hiérarchie devenait une formalité vide face à l'imminence de la mort. Les soldats se volaient les uns les autres, chassaient les chiens et les chats, et se tournèrent même vers le cannibalisme dans des cas extrêmes, une horreur qui souillait l'âme. L'humanité s'évanouissait, remplacée par la sauvagerie de la survie. Le général Paulus, autrefois un homme confiant, était maintenant acculé et déchiré entre la loyauté envers Hitler et la réalité brutale de son armée mourante. Sa voix, autrefois ferme, devenait un murmure d'ordre désespéré que plus personne n'avait la force de suivre. Les Soviétiques, sentant l'odeur de la victoire, resserraient l'étau avec une férocité renouvelée. Le 10 janvier 1943, l'opération Anneau fut lancée. Un bombardement d'artillerie massif, le plus grand de la guerre jusqu'alors, transforma ce qui restait de Stalingrad en un enfer encore plus dense.
Le sol tremblait sans cesse, l'air était un chaos d'éclats, de poussière et de cris. Les positions allemandes, déjà précaires, étaient pulvérisées. Le son des canons soviétiques était le marteau du destin, frappant sans relâche, démolissant la résistance morceau par morceau. La ville, déjà un labyrinthe de ruines, se transforma en un piège encore plus mortel. Les forces soviétiques avançaient méthodiquement, divisant le chaudron en poches plus petites, isolant les restes des troupes allemandes. Des combats brutaux éclataient dans les rues gelées, dans des caves sombres, où Allemands et Soviétiques s'entretuaient à quelques mètres de distance, dans un enfer de grenades et de balles. Les yeux des soldats soviétiques, endurcis par la défense de leur patrie, témoignaient d'une détermination implacable. Ils n'accordaient aucune trêve, ne montraient aucune pitié. C'était la vengeance pour la terre brûlée, pour les millions de morts. Les derniers aérodromes allemands, Pitomnik et Gourak, tombèrent l'un après l'autre. Le dernier fil d'espoir d'évacuation ou de ravitaillement aérien fut coupé. Le bruit des moteurs d'avion, autrefois un son rare et bienvenu, disparut complètement. Il ne restait que le silence de la mort, ponctué par les tirs et les explosions. Les blessés, qui ne pouvaient plus être évacués, étaient laissés pour mourir dans le froid, leurs supplications gelées dans l'air. Les derniers chars allemands, sans carburant ni munitions, devinrent des carcasses vides, des monuments à l'arrogance militaire. Le désespoir était total. De nombreux soldats allemands, réalisant la futilité de leur situation, jetaient leurs armes, les mains tremblantes de froid et d'épuisement. D'autres, dans un dernier acte de défi, se battaient jusqu'à la mort, préférant une fin honorable à la captivité. Les commandants subalternes, voyant leurs hommes littéralement gelés et mourir de faim, faisaient face à des décisions impossibles. Devaient-ils continuer à obéir à des ordres qui signifiaient une mort certaine, ou devaient-ils essayer de sauver ce qui restait de leurs unités, même si cela signifiait désobéir au Führer? La ville, désormais un cimetière de glace et de décombres, était le théâtre des derniers actes d'une tragédie épique. La Volga gelée était une barrière infranchissable, un miroir de glace qui reflétait la désolation. Les tentatives de fuite étaient suicidaires, les rares qui osaient étaient pourchassés et tués par les patrouilles soviétiques. Chaque jour, le nombre de morts augmentait de façon exponentielle, non seulement à cause des balles, mais aussi du froid, de la faim et du désespoir qui rongeait l'âme. Stalingrad était le terminus. Le point culminant approchait, et avec lui la reddition, non pas comme une option, mais comme la seule issue d'un enfer sans fin. Le chaudron, maintenant un enfer de neige, de décombres et de désespoir, était sur le point d'exploser. L'opération Anneau, la pince finale soviétique, se resserrait avec une force écrasante. Le 25 janvier 1943, les Soviétiques divisèrent ce qui restait de la 6e armée en 2 poches distinctes, une au nord, autour des usines, et une autre au sud, où Paulus et son état-major s'étaient réfugiés. Le son était assourdissant. Des milliers de canons soviétiques martelaient sans trêve, transformant chaque centimètre carré de la ville en un enfer de feu et de fumée. L'odeur de poudre brûlée était si dense qu'elle semblait étouffer l'air déjà raréfié par le froid. Les derniers vestiges de résistance organisée se désagrégeaient sous l'impact. L'artillerie allemande, à court de munitions, se tut. Les chars, sans carburant, n'étaient plus que des carcasses gelées. Les soldats allemands, affamés, gelés, beaucoup avec des blessures gangrenées, se battaient à la baïonnette et à main nue contre un ennemi qui semblait inépuisable. Les cris de « Hurrah !» des soviétiques, mêlés au rugissement des chars et à la détonation sèche des fusils, emplissaient l'air, un chœur de vengeance et d'anéantissement. Au sein du quartier général souterrain, dans le sous-sol du grand magasin Guillaume, le général Paulus faisait face à son propre enfer. Les ordres d'Hitler étaient inflexibles, résister jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière balle. La reddition était impensable, une trahison. Mais Paulus voyait ses hommes mourir chaque minute, non seulement au combat, mais de faim, de froid, de maladie. Ses yeux, autrefois fermes, étaient maintenant troubles d'épuisement et d'une douleur profonde. C'était un homme déchiré, pris entre la loyauté et la responsabilité de centaines de milliers de vies. Le 30 janvier, pour le 10e anniversaire de son accession au pouvoir, Hitler promut Paulus au grade de Feldmaréchal. Le message était clair, aucun feldmaréchal allemand ne s'était jamais rendu. L'insinuation était brutale. Paulus devait se battre jusqu'à la mort ou se suicider. Mais le maréchal, déjà un spectre de ce qu'il fut, refusa de se tuer. Il ne donnerait pas à Hitler le sacrifice qu'il désirait.
Sa décision était une rébellion silencieuse, un ultime acte d'humanité au milieu de la barbarie. Le lendemain, 31 janvier 1943, la poche sud, où se trouvait Paulus, s'effondra. Les troupes soviétiques envahirent le quartier général. L'odeur d'humidité, de moisissure et de désespoir emplissait le sous-sol. Le bruit des bottes dans l'escalier, le cliquetis des fusils qu'on arme. Paulus, avec une dignité brisée mais toujours présente, envoya un dernier message. Il se rendait. Il n'y avait plus rien à faire. La reddition n'était pas un choix d'honneur, mais une acceptation de la réalité brutale, la seule façon d'éviter d'autres morts inutiles. La scène de la reddition fut d'une désolation poignante. Des milliers de soldats allemands, squelettiques, chancelants, en uniforme déchiré et gelé, émergèrent des ruines, les mains levées, leurs armes abandonnées dans la neige. Leurs visages étaient des masques de défaite et de soulagement, de honte et d'épuisement. Les yeux des prisonniers reflétaient l'expérience d'un enfer qu'ils ne pourraient jamais effacer. C'était un fleuve d'hommes brisés, une armée défaite s'écoulant vers la captivité. L'odeur des corps non lavés, de la peur et d'une défaite profonde flottait dans l'air. La poche nord, sous le commandement du général Karl Strecker, résistera encore 2 jours, se battant au milieu des usines détruites, dans un dernier et futile acte de défi. Mais le 2 février 1943, eux aussi déposèrent les armes. Le silence qui suivit la reddition finale fut aussi assourdissant que le bombardement qui l'avait précédé. Stalingrad était tombé. La ville, autrefois symbole de puissance et d'ambition, était maintenant un cimetière, un monument à la folie de la guerre. Le coût humain était inimaginable. Sur plus de 250 000 hommes de la 6e armée encerclée, seulement 90 000 environ survécurent pour devenir prisonniers de guerre. La plupart d'entre eux mourraient dans les camps de travail soviétiques, victimes de l'hiver impitoyable et de la vengeance implacable. La neige, autrefois blanche et pure, était maintenant un linceul taché de sang et de larmes. Le silence qui suivit la reddition finale fut aussi assourdissant que le bombardement qui l'avait précédé. Mais ce n'était pas un silence de paix, mais un silence d'épuisement, de défaite, de mort imminente. Ce fleuve d'hommes brisés, les 90 000 prisonniers qui avaient survécu au chaudron de Stalingrad, faisaient maintenant face à un nouvel enfer. Leurs yeux, autrefois remplis d'une arrogance militaire qui croyait en l'invincibilité, étaient maintenant vides, ne reflétant que l'horreur qu'ils avaient vécue et la terreur de ce qui allait suivre. Leurs uniformes, autrefois impeccables, étaient des haillons gelés, tachés de sang, de boue et de saleté. L'odeur des corps non lavés, des blessures infectées et d'une défaite profonde, planait sur la steppe gelée alors qu'ils étaient rassemblés. La marche vers la captivité commença. Une procession fantomatique qui s'étendait sur des kilomètres, sous un ciel gris et un froid qui mordait la chair. Soldats allemands, roumains, hongrois, italiens, une tour de Babel de langues et de souffrances, chancelèrent dans la neige profonde. Beaucoup tombaient, épuisés, et étaient laissés sur place pour être avalés par le blanc implacable de la steppe, leurs corps devenant des bornes gelées le long de la route du malheur. À chaque pas, l'espoir diminuait, remplacé par la certitude d'une lente annihilation. Les gardes soviétiques, endurcis par la guerre et la vengeance, ne montraient aucune pitié. Le froid était un bourreau implacable et la faim, un parasite qui rongeait les entrailles des prisonniers. Les camps de travail soviétiques attendaient. Il n'y avait pas de chaleur, pas assez de nourriture, pas de soins médicaux. Le typhus et la dysenterie balayèrent les camps, fauchant des vies déjà fragilisées. La grande majorité de ces 90 000 survivants ne reverrait jamais sa patrie. Ils deviendraient de sombres statistiques, enterrés dans des tombes anonymes dans l'immensité russe. Stalingrad n'était pas seulement une bataille, c'était une condamnation à mort prolongée, un purgatoire qui s'étendait bien au-delà du champ de bataille. L'arrogance militaire d'Hitler, son refus d'autoriser une retraite stratégique, transforma un revers en une catastrophe humanitaire aux proportions épiques. Mais Stalingrad fut plus que la tragédie d'une armée. Ce fut le tournant décisif de la Seconde Guerre mondiale. La légende de l'invincibilité de la Wehrmacht fut brisée en 1000 morceaux dans les ruines de la ville. Le moral allemand, qui semblait auparavant inébranlable, subit un coup dévastateur. Le deuil et le choc se répandirent en Allemagne, tandis que la propagande nazie tentait en vain de transformer la défaite en un sacrifice héroïque. Le peuple allemand connaissait la vérité. Quelque chose de terrible s'était produit à l'Est. L'odeur de la défaite, bien qu'étouffée par la censure, commença à planer sur la nation. Pour les soviétiques,
La victoire de Stalingrad fut un souffle de vie, une injection d'espoir et une preuve indéniable de leur résilience indomptable. Le cri de « Pour la mère patrie », pour Stalingrad, résonna dans toute l'Union soviétique, galvanisant le peuple et les troupes. La contre-offensive gagnait en puissance et l'initiative stratégique passait définitivement du côté soviétique. Le monde observait, stupéfait, ce retournement de situation. L'enfer gelé de Stalingrad était devenu le tombeau des ambitions nazies à l'Est. La leçon était brutale. L'hiver russe, l'esprit combatif soviétique et une stratégie implacable avaient triomphé de la machine de guerre allemande. Les cicatrices de la bataille, cependant, étaient profondes. La ville de Stalingrad était en ruine complète, un paysage lunaire de destruction. La Volga, témoin silencieux de tant d'horreurs, portait dans ses eaux le souvenir du sang et de la glace. Les civils survivants, ceux qui s'étaient cachés dans les caves et les trous, émergeaient dans un paysage apocalyptique, leur vie brisée, leur famille perdue. Ils étaient les fantômes d'une ville qui refusait de mourir, mais qui ne serait plus jamais la même. L'impact psychologique sur les générations futures, tant en Union soviétique qu'en Allemagne, serait immense, un traumatisme qui résonnerait pendant des décennies. Stalingrad, ainsi, s'est gravé dans l'histoire non seulement comme une bataille, mais comme un symbole puissant. Un symbole de l'extrême brutalité de la guerre, de la capacité humaine à endurer l'insupportable et de la folie des dirigeants qui sacrifient des centaines de milliers de vies au nom d'idéologies creuses. Chaque brique détruite, chaque fragment de métal tordu, était un rappel saisissant de la fragilité de la paix et du coût exorbitant de l'ambition démesurée. Un héritage de douleur, mais aussi d'un courage qui a résisté à l'enfer, préparant le terrain pour les réflexions finales sur ce chapitre épique et tragique de l'humanité. Stalingrad, l'enfer gelé, se dresse aujourd'hui comme un monument à l'obstination humaine et à la brutalité de la guerre. Ce n'est pas seulement une ville reconstruite, mais un sanctuaire de la mémoire, où chaque brique semble murmurer les histoires de millions de vies. Les mémoriaux de Volgograd, l'ancienne Stalingrad, ne sont pas seulement des structures de béton et d'acier, ce sont des larmes gelées, des cris silencieux qui résonnent à travers les décennies. L'imposant Kourgan Mamayev, avec la statue « L'appel de la mère patrie », veille sur la ville, un rappel éternel du sacrifice et de la résilience qui y ont fleuri au milieu de l'horreur. La bataille de Stalingrad est devenue une leçon brutale sur l'arrogance militaire, l'aveuglement idéologique et le coût catastrophique de décisions stratégiques erronées. La Wehrmacht, qui semblait invincible, a trouvé son tombeau dans la steppe russe, brisé non seulement par les balles et les bombes soviétiques, mais aussi par le froid impitoyable et la faim qui rongeait l'âme. L'héritage est clair. La guerre, dans son essence la plus cruelle, déshumanise, détruit et laisse des cicatrices que le temps ne peut jamais complètement effacer. Mais Stalingrad est aussi un témoignage du courage inébranlable, de la capacité de résistance de l'esprit humain face à l'inimaginable. Soldats, civils, femmes, tous ont combattu, souffert et, d'une manière ou d'une autre, ont trouvé la force d'aller de l'avant. Leurs histoires, consignées dans des livres, des films et dans la mémoire collective, servent de phare, éclairant les dangers de la tyrannie et l'importance de la liberté. C'est un rappel que, même dans les profondeurs du désespoir, l'espoir peut parfois trouver un chemin. Stalingrad est plus qu'une bataille. C'est un symbole indélébile de la brutalité de la guerre, du courage inébranlable et de la résilience indomptable de l'esprit humain. Chaque ruine est un cri contre la guerre, et le sang dans la neige est un rappel éternel du prix de la folie humaine. Que les leçons de Stalingrad ne soient jamais oubliées, afin que les générations futures puissent construire un monde où de telles horreurs ne subsistent que dans les pages de l'histoire et non dans la réalité. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires épiques de l'histoire. Quelle bataille voulez-vous voir ensuite? Laissez votre commentaire et rejoignez-nous dans notre voyage à travers le passé.